Bonjour et bienvenue avec Jérôme Taïeb. On voulait dans cette vidéo traiter pour le CNCH les actualités du dernier congrès de rythmologie qui s'est passé à Vienne, qui s'appelle ERA, European Art Rhythm Association, qui est l'association de rythmologie européenne. Pas mal d'actualités. Et donc, merci Jérôme d'avoir accepté de nous traiter des points clés. Bonjour Walid, merci de me proposer ce challenge qui est à la fois difficile et à la fois un honneur parce que ça oblige à se plonger et à être attentif, à revoir les vidéos. On peut accéder quand on a été inscrit ou quand on s'est inscrit online aux vidéos de la plupart des sessions. Donc il faut être membre de l'ERA. Donc ça permet effectivement d'avoir une bonne vue des choses. Alors je vais essayer en un temps limité de vous faire une overview de ce que j'ai retenu. Évidemment, il y a aussi les passages sur les stands, etc. Je vais vous parler dans l'ordre des consensus. Il y a un consensus sur le CSP, la simulation physiologique des voies de conduction, cardiac simulation of conduction, of conduction system. Ensuite, je vous parlerai de certains des late breaking. Il y en a eu 20, donc effectivement, ça fait. On ne peut pas parler de tous, mais certains sont plus intéressants. Et puis, je vous ferai quelques petites, on va dire, surprises ou en tout cas quelques petits plus sur ce que j'ai retenu aussi. Donc, on va commencer tout de suite avec ce document de consensus qui arrive bien, qui vient un petit peu mettre un upgrade. Alors, c'est un consensus, hein, un upgrade sur ce qui s'est passé en 2021 avec des guidelines sur la stimulation cardiaque. À l'époque, on savait que la stimulation de branche gauche venait à peine d'arriver. Et donc, ils ont voulu faire un nouveau petit concept au lieu de faire, bon, comme dans les recommandations, le 1, le 2 et le 3. Hein. Donc là, on est en advice to do, c'est équivalent un peu d'un 1, c'est du consensus. Advice not to do, c'est l'équivalent d'un 3. Et puis maybe appropriate, c'est du 2A, 2B mélangé. Donc, 3 situations dans ce cas de stimulation des voies de conduction. On va prendre d'abord le CRT, ensuite on verra BAV, puis ensuite la particularité de l'ablation du nœud AV. Dans le CRT, voici le raisonnement, et vous allez comprendre ce qui change. On prend des patients qui ont une indication de resynchro, donc insuffisance cardiaque, bloc de branche gauche, fraction d'éjection basse. Et là, on distingue. On distingue le cas où vous avez un bloc de branche gauche, donc typique. Hein, on sait très bien que c'est pas la même chose si c'est un aspect de bloc de branche gauche ou un bloc de branche gauche typique. Et cela, bon, on est tous d'accord. Vous voyez que ce qui est réellement validé, c'est toujours la même chose. La resynchronisation, là, c'est tout doux avec moins de 35%. Si vous pensez au CSP, eh ben, c'est possible. Voilà, c'est possible. C'est pas du tout doux. Donc, ça n'a pas remplacé. Mais ça arrive. On voit bien que ça arrive. Pour ce qui est du niveau au-dessus, eh bien, que ce soit de la CRT ou du SCSP, quand la fraction d'éjection est au-dessus, ça reste une zone d'interrogation. Si on prend maintenant les aspects pas de bloc de branche gauche, l'espèce de QRS large qui n'ont pas l'aspect de bloc de branche gauche, alors là, vous savez que pour le CRT, c'était un niveau un petit peu inférieur, donc eux, ils l'ont traduit par peut être, maybe, possible, hein, c'est le entre parenthèses. Et puis pour le CSP, eh bien, ils ont mis un point d'interrogation. Et puis quand vous êtes carrément avec un aspect de bloc de branche donc non gauche avec une fraction d'éjection plus haute, eh bien, il n'y a ni le BV ni le CSP qui ont une valeur. On est quand même dans les zones d'incertitude. Le PICM, c'est quoi? C'est le Pace Induced Cardiomyopathie, avec des définitions qui sont en fait très larges. Ils reconnaissent dans les études, il y en a c'est moins de 10%, d'autres c'est moins 5%, d'autres c'est moins 20% de fraction d'éjection. Enfin, en tout cas, ce concept existe. Je vais vous montrer une diapo là-dessus. Et là, le bivet, quand vous avez, on le fait depuis longtemps, c'est un upgrade. Quelqu'un qui a une stimulation VD, il a descendu sa fraction d'éjection. Eh bien, à ce moment-là, on a le droit de le resynchroniser. Ça, on est dans le tout doux. Et le CSP n'a pas remplacé, il est maybe possible. Et enfin, ceux qui ne répondent pas au CRT, vous pouvez, dans ce cas-là, passer au CSP. C'est du maybe. Donc, vous voyez que finalement, les tout doux, ça reste l'indication classique, bloc de branche gauche, fraction d'éjection inférieure à 35%,
CCRT, il y a lui qui a vraiment la valeur taux doux, et puis le upgrade chez le patient qui avait une stimulation VD qui s'est dégradée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, pour les gens qui gardent un QRS large, il faut vouloir encore raccourcir, la possibilité de faire hot ou lot. On va dire tout de suite ce que c'est. Le hot, c'est le his, parce qu'il y a le his, ou bien il y a évidemment la left, c'est-à-dire le bloc de l'aire de la branche gauche, hein, le left bundle branch area. Donc, vous pouvez rajouter une sonde avec ce que vous voulez, un Y, avec un appareil qui a une sortie de plus. Vous pouvez rajouter une stimulation ICN ou de la branche gauche pour essayer de faire mieux. Vous pouvez le faire. Donc, vous voyez qu'on voit que ça arrive. Hein. C'est pas, voilà, je vous ai montré le montage, par exemple. Ça, c'est un montage. Alors, c'est intéressant ce montage parce que c'est un DEF. Donc, le DEF, il a une sonde de VD avec donc ça stimule la sonde avec la capacité de stimuler, détecter, et puis la capacité de choquer. Et vous voyez qu'en fait, on garde la capacité de choquer avec ici le DF1 qui est une ou deux coils, et le IS1, ils l'ont retiré et ils ont laissé cette place-là, ils la laissent pour une sonde qui rajoute, qui aurait dû aller là, ça aurait dû être branché ici, et ils mettent une sonde de plus. Donc ça veut dire qu'on revient vers des DF1. C'est ça que ça veut dire aussi, parce que le DF4 ne permet pas ça. Voilà, c'est un concept intéressant, parce que vous avez vu que c'est du maybe. Alors, j'ai perdu. Est-ce que ça perd la compatibilité IRM dans ces cas-là? Oui, bah oui. Théoriquement, ça Ouais, c'est perd la ça, parce que compatibilité tu IRM. as un pouls qui se balade. Voilà. Ouais. Et puis évidemment, là, sinon, il y avait la stimulation du sinus coronaire classique avec la sonde qui est élevée. Donc là, il y a c'est ça le hot ou le lot. Alors, le hot, ça va être ici, et le lot, ça va être ici. Voilà. Donc, il y a surtout cette notion de connectique, et donc un petit peu ce retour vers le DF1. Est-ce que ça va prendre beaucoup? Comment vont réagir les constructeurs? Et puis, évidemment, il y a des configurations avec les pacemakers. Il peut y avoir des Y. Enfin, voilà. Enfin, là par contre, vous avez un degré qui est vraiment validé, vraiment, vraiment validé. Vous voyez, c'est le seul cas où le CSP est vraiment validé. C'est quand on lui dit à la place, si vous avez eu un échec d'implantation de la sonde sinus coronaire. C'est le seul cas où vraiment il y a une validation. Le reste, c'est des peu, vous voyez, ou non, ou alors des zones d'incertitude. Je prends le BAV maintenant. Le BAV, donc, ce sont des gens dont qu'on a peur de désynchroniser, ou qu'on va désynchroniser, mais ce n'est pas des gens qu'on doit resynchroniser. Là. Donc, ce sont des gens qu'on va stimuler, et il va falloir se comporter en anticipant cette désynchronisation. Donc, c'est quand même, en arrière-pensée, il y a toujours cette notion de désynchronisation et de resynchronisation. Donc, juste un tout petit mot sur les PICM, c'est-à-dire les Pace Induced Cardiomyopathy. Vous voyez que la prévalence, c'est c'est des chiffres, hein, des statistiques sur les grandes études, avec des définitions d'ailleurs qui sont assez variées. Vous voyez, moins de 5%, là c'est moins de 40%, 50%. Sur valeur absolue, là c'est en diminution. Bon, en tout cas, ce concept-là, si on le prend, on dit que cette prévalence, elle est entre 13 et 16%. Pour les fractions d'éjection, pour faire diminuer la fraction d'éjection. Donc, en dessous de 50%, c'est 13%, et en dessous de 40%, ce serait 16%. Ce serait, pardon, 16% en dessous de 50%, et 11% qui descendrait en dessous de 40%. Enfin bon, voilà, c'est ça, cette notion-là que je voulais vous montrer, qui a été mise en avant. Alors maintenant, l'indication, donc, dans le cas de bloc AV, comment vous allez utiliser un CRT ou un CSP. Donc, essayer d'anticiper la désynchronisation plutôt que de mettre un pacemaker double chambre classique. Et bien alors là, vous allez distinguer les gens qui vont être pas beaucoup stimulés. C'est 20% leur cut-off. Comment vous estimez 20%? À vous d'estimer. En tout cas, effectivement, vous verrez tout à l'heure quand on parle de l'ablation d'une AV, on est dans cette situation-là, évidemment, de plus de 20% forcément. Donc, si on estimait que vous n'avez pas beaucoup stimulé, à ce moment-là, vous pouvez stimuler avec un pacemaker tout à fait conventionnel, c'est ce qu'on fait. Et puis, vous pouvez volonté prendre le MVP. Le MVP, ce n'est pas celui de Medtronic, c'est Minimal Ventricular Pacing, c'est en général. Hein, donc, ça peut être AICFR, ça peut être un autre système. Donc, c'est de ne pas stimuler. Bon, on le sait très bien. On respecte les voies de conduction, on respecte la conduction physiologique. Est-ce que vous pouvez mettre un CSP? Ben, il y en a qui le font. Hein. Je connais des centres où ils font ça systématiquement. Ils disent que c'est même pour se faire la main. Ça permet, si on le fait tout le temps, après, on sait bien le faire. Mais bon, ils disent que c'est possible. Voilà, évidemment. Mais enfin, soyons raisonnables. Si vraiment on ne va jamais stimuler dans le ventricule,
Est-ce que il faut forer le septum? Je pose la question. En tout cas, ils ont ajouté une astérix. Cette astérix, c'est pour dire que quand même, c'est s'il y a des gens qui ont un père un petit peu long, une suspicion que ça peut évoluer. Donc il y a quand même une cohérence. Ensuite, bah, l'autre cas où on stimule, il faut stimuler fréquemment. Et là, il y a toujours les fameux CRA, fraction d'éjection moins de 40, entre 41 et 50 et plus de 50, hein, les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection basse, moyenne et conservée. Donc basse, et bien évidemment, comme, encore une fois, comme tout à l'heure, le CRT bivé, c'est lui qui est reconnu. Et le CSP, il est challenger. Le RVP, c'est non. Voilà, donc c'est intéressant de ils nous redisent encore, ne stimulez pas en VD quelqu'un qui a une fraction d'éjection à 40%. S'il a un BAV, profitez-en pour lui donner quelque chose qui le resynchronise, avec plus de poids pour le CRT que pour le CSP pour l'instant. Quand on est dans le stade intermédiaire, vous faites ce que vous voulez. Et quand vous êtes à plus de 50%, eh bien à ce moment-là, vous pouvez faire de la stimulation conventionnelle ou du CSP. Donc le CSP, il est vraiment entre les deux, hein. Après, on a le même phénomène de possibilité de passer, si le QRS reste là, est large, d'upgrader vers un hot lot. Et je passe à la troisième situation, l'ablation du NOAV, qui va nous amener finalement à quelque chose qui ressemble à simulation supérieure à 20%, puisqu'en l'occurrence, là, c'est 100%. Et donc là, comment ils raisonnent? Ils disent, ils vont vous dire des petites choses en plus, et puis des choses qui évidemment être communes. Donc moins de 40%, le CRT, c'est la référence, le Challenger, CSP. Ici, vous pouvez, entre les deux, prendre l'un ou l'autre. Ça veut donc dire qu'ils ne l'ont pas écrit, mais que un VD n'est pas une erreur non plus, hein, simulation V2, mais ils ne l'ont pas écrit. Et là, ils l'écrivent carrément. Quand vous avez plus 50%, ils disent la simulation VD, c'est vraiment la conventionnelle. C'est ce qu'il faut faire. Ablation du nœud plus stimulation conventionnelle dans ce cas-là. Alors, ils ont ajouté, quand vous avez une ablation du nœud et que vous lancez dans le CSP, ils vous disent, si vous avez beaucoup d'expérience, vous pouvez ne pas mettre de backup. Mais si vous n'avez pas trop d'expérience, mettez un backup, parce qu'évidemment, une sonde qui se déplace, c'est la catastrophe. Et ils disent que dans ce cas-là aussi, la simulation de branche gauche est mieux que la simulation ICN. Voilà, à préférer. Et puis enfin, toujours la même chose. Alors, on ne le voit pas très bien. Donc, si vous pouvez, en cas d'échec de simulation de sinus coronaire, passer au CSP. Et là, c'est toujours une indication, une vraie indication. Donc, si on leur petit résumé, ils disent advice to do. Ce qu'on vraiment il y a à faire, c'est pour les fractions d'éjection à moins de 40%, c'est le BIV qui est la référence. Pour les supérieurs à 40%, c'est le stimulation conventionnelle. Et ce qui est bien validé aussi, ce qui est bien validé, donc le reste, c'est les challengers, c'est en cas d'échec de la stimulation sinus coronaire, d'utiliser le CSP. Voilà. Alors après, j'ai fait une petite synthèse. Je rappelle que c'est un avis d'expert. Hein, ce ne sont pas des recommandations. Il manque un peu d'études, c'est pour ça qu'ils ont fait des avis d'experts. Mais attention, c'est des experts de toutes les sociétés savantes, puisqu'il y a la société européenne, la société américaine, HRS, il y a Amérique du Sud, Asie Pacifique, et je peux peut-être oublier, oui, il y avait Canada aussi. Donc il y avait quand même du monde pour rédiger ces documents. Et après, quand ils ont fait ce qu'ils disaient, quand ils avaient plus de 90% d'avis favorables, à ce moment-là, ils disaient que c'était un consensus pour eux. Donc, ce qu'on peut retenir de cette première partie, c'est que le CSP est reconnu comme thérapeutique, curative et préventive d'insuffisance cardiaque sur l'asynchronisme, notamment s'il y a un bloc de branche gauche ou si c'est stimulo-induit. Que c'est préconisé clairement en cas d'échec d'implantation de CRT, mais que ça n'est que challenger en alternative au CRT ou sinon réponse. Que le hot et l'hot, ça prend une place avec le retour peut-être du DF1. Que la stimulation de branche gauche est considérée supérieure à la stimulation ICN. Et puis, c'était ma dernière slide de tout à l'heure, mais je trouve que c'est important de le dire, que quand on n'est pas vraiment sûr de soi, quand on fait une ablation du nœud et qu'on se lance dans ces techniques nouvelles de stimulation ICN, ou maintenant c'est pratiquement que de la branche gauche, mais il faut être bien entraîné, sinon il faut prendre un backup.
Un petit mot sur le leadless. Je suis allé à plusieurs sessions, j'ai vu des posters. Il n'y a pas eu de recommandations, de guidelines ou de consensus, ni même de late breaking, mais j'ai pu voir une étude rétrospective italienne. Bon, c'est un poster sur des centres sans chirurgie cardiaque présenté par Gianluca Manzo sur 1900 patients entre 2015 et 2023. Il dit que les complications entre les centres avec chirurgie cardiaque et les centres chirurgie cardiaque, c'est quasiment pareil. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans les centres sans chirurgie cardiaque, il a eu 0 tamponnade. Donc, est-ce qu'ils ont eu de la chance? Mais je pense qu'effectivement, c'est quand même un point très important parce que quand on a une tamponnade, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas de chirurgie cardiaque? Donc, est-ce que. Mais par contre, la question, c'est si vous avez une chirurgie thoracique valable, toute la question se pose. Donc voilà, je voulais vous rapporter cette donnée-là. Je voudrais rappeler que la stimulation de ce type-là en France et ailleurs, d'ailleurs, elle vaut 3 fois plus cher que le conventionnel, la stimulation sans sonde, qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle est mieux, puisque même si ça a tendance à se libérer, puisque en France, en tout cas, le VVI va être remboursé sans restriction dans les indications de VVI, il n'y a pas d'études randomisées qui disent que c'est mieux. Mais voilà, il y a une tendance quand même, ça avance. C'est pour ça qu'il faut savoir comment ça va évoluer. Bon, je rappelle évidemment qu'une plaie cardiaque grave est possible et qu'il faut absolument avoir une réparation immédiate. Donc lui, il n'en a pas eu dans toute sa série. Bon, peut-être qu'ils n'en ont pas oublié, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il a eu le mérite de le présenter. C'est une information à ajouter. J'ai aussi noté qu'il y avait, je trouvais, des indications qui se mettaient de plus en plus sur mesure. Donc, il y a les VVI avec le Micra, mais il y a également le VDD pour le BAV, ça on le sait. Donc, ça c'est plutôt pour le BAV avec des limites, on le sait, hein, que ça ne fonctionne pas toujours très bien, mais ça a le mérite d'exister. Et puis, il y a le nouveau de AVER, AIR et DDDR. Donc, il peut faire du DDDR, mais il peut aussi faire, et c'est ça ce qui est un peu nouveau, du AAIR dans les dysfonctions sinusales, quitte à être upgradé plus tard. Et effectivement, dans une logique de coût, de lourdeur de procédure, d'encombrement de matériel à l'intérieur du cœur, peut-être qu'on va aller, on va aller vers quelque chose qu'on avait un peu oublié, le AI, la sonde unique dans l'oreillette. Et bien là, ce Mmh. sera le boîtier unique dans l'oreillette, donc ça a tendance à y arriver. Ensuite, je vous parle d'un consensus qui a été publié sur les antiarythmiques. Alors, c'est un document qui est publié dans Europace, que vous pouvez retrouver, qui est assez conséquent. Alors, j'ai pas pu l'éplucher parce qu'il est quand même assez long. Je vous dirai quelques petits mots. Le ABC Framework, c'est-à-dire qu'ils ont dit que c'était vraiment un complément. Ils ont rappelé à quel point la pharmacopée, la antiarythmique était aussi, ne devait pas être oubliée. D'abord parce que pas tant de gens que ça. Ils ont donné des chiffres assez faibles d'accès aux ablations et au pacing, même au pacing dans le monde. Nous, on a l'impression on voit ce qui se passe en France, mais si à l'échelle du monde, et donc la place qui reste des antiarythmiques, avec donc parfois c'est appropriate thérapie, c'est une thérapie toute seule, soit c'est un backup thérapie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'ajouter. Vous avez fait une ablation de SV, vous complétez avec par exemple une backup, et puis en combinaison avec d'autres thérapies, c'est-à-dire que vous décidez d'emblée de faire des traitements mixtes, hybrides. Alors, tout a été ensuite travaillé dans cette présentation pour rappeler les classes, les nouveaux produits qui arrivent, hein, les produits nasaux là, pour faire des arrêts de tachycardie jonctionnelle, certains dont on ne dispose pas d'ailleurs en France. Donc voilà, c'est un bon overview. Je ne peux pas évidemment vous en faire la synthèse, mais je vous invite éventuellement, si ça vous intéresse, à voir cette publication. Pour late breaking, il y en a eu 20, donc je ne vais pas vous faire les 20. C'est 4 sessions de 4 à 5, non, pardon, pas 20, excusez-moi, 16 exactement, 4 x 4. Alors, je vais vous faire ceux que j'ai retenus, qui me semblent un petit peu changer la pratique, ou pouvant la changer. Le MOR CRT MPP, qui a été présenté par Christophe Leclerc, c'est une étude CRT, alors non pas 66, mais 6 mois, qui en fait, il y avait CRT pendant 6 mois, puis ensuite il y avait s'ils étaient non répondeurs, mais alors la définition du non répondeur, c'était une LVES, donc un volume télésystolique qui diminuait pas de 15%, de moins de 15%. S'il diminuait de 15%, il était répondeur, sinon il l'était pas. Et alors là, on randomisait CRT versus MPP, donc on activait chez ces patients qui peuvent le faire, hein, il faut avoir évidemment la technologie, l'appareil qui le permet, une double stimulation qui va consommer plus dans le sinus coronaire
avec du multipoint, hein. MPP, c'est ça, c'est multipoint, donc 2 fois 2. Donc, il regardait la mortalité à 6 mois et puis les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, c'était des critères combinés. Et en fait, il trouve avec un critère combiné qui est amélioré, puisque c'est 6,6% contre 10% avec un P001. Donc, il disait que c'était valable. Alors, on peut se demander si le moins 15% est valable pour juger, mais enfin voilà, je trouvais que ça avait quand même, puisque c'était quelque chose qui est, quand quelqu'un a un MPP, on l'active pas. Voilà, cette notion, ça vous permet peut-être de vous sortir de situation si vous avez mis cet appareil-là et que le patient ne répond pas. Peut-être avec d'autres critères que le moins de 15%. Ensuite, il y avait cette étude Artsing qui s'inscrit en écho avec ce que je vous ai dit tout à l'heure du consensus, hein. Elle est arrivée avant, enfin, le consensus a été créé avant. Donc, c'est un essai multicentrique chinois. Il faut rappeler que la technique, d'ailleurs, vient de Chine, hein, de la stimulation de branche gauche. Et donc, il stimulait en branche gauche 200 patients qui comparaient avec du bivet. C'est des indications d'insuffisance cardiaque. Donc, ça correspond à notre diapo qui avait déjà été faite, hein, avec des zones d'incertitude. Eux, ils ont une étude qui va se rajouter dans la discussion. 200 patients, et alors eux, leurs résultats sont quand même assez forts, puisqu'ils disent qu'à 36 mois, les QRS dans le groupe, donc CSP versus CRT, c'est 120 contre 137. La FE, elle augmente à 47 versus 41. La mortalité ou hospitalisation, ils ont fait un critère combiné, c'était 8% contre 32%. Donc, bon, c'était une étude en simple aveugle. L'autocritique, alors ils ont fait une autocritique, ils ont dit oui, ben, on n'avait que des hommes, c'était qu'en Chine, c'était que des CMD, on n'avait pas beaucoup d'IRM, bon, très bien. Enfin, donc ils considèrent finalement qu'il n'y a pas tellement de limites. Et par contre, ça a été un peu plus assaisonné par le critique, c'était Nielsen, Dr Nielsen, qui a dit qu'il était étonné du faible taux de mortalité, parce que là, c'est combiné, hein. Et il dit 1% par an, il trouvait que c'était très curieux. Il a dit est-ce que c'était vraiment des patients insuffisants cardiaques. Bon, il y avait de la critique, lui, il a dit, Nielsen, il conclut en disant je ne suis pas prêt d'appliquer ça directement et de prendre tout comme argent comptant. Bon, au total, si on prend ça, puisqu'il se dit avec les consensus experts qui eux-mêmes se basent sur des études courtes, de petite taille, on peut dire que la question est entièrement posée. Moi, ce que j'en pense personnellement, c'est qu'il y a quand même une petite zone d'incertitude quand on fait une stimulation de branche gauche. On va pas toujours, on va pas pouvoir toujours atteindre le QRS que l'on veut. Parfois, c'est très très bien, parfois, ça l'est moins. Donc, il va falloir peut-être des chiffres plus importants pour avoir aussi, en fonction des centres, est-ce que l'importance d'expertise intervient. Voilà, en tout cas, bon, vous avez vu le consensus, je pense qu'on va rester sur le consensus. C'est quelque chose qui est en grand challenger. Ensuite, les SICD, deux études sur lesquelles je vais passer très rapidement, qui ont mis en avant le DAI sous-cutané pour dire que finalement, c'était très bien dans les indications où il n'y a pas à stimuler, puisque c'est aussi bien en termes de complications, y compris visiblement de choc inapproprié. Et puis, il y a moins d'infections. Donc ça, c'était une étude qui comparait le simple chambre ventriculaire endocavitaire versus ça. Donc c'est aussi bien. Ensuite, il y avait un petit cas plus particulier, c'était le syndrome de Brugada. Et là, donc effectivement, c'est un registre, hein, sur le nombre de chocs inappropriés, le choc inapproprié, il n'y aurait pas de différence chez ces gens qui ont un syndrome de Brugada. Alors, sauf si c'est pas dû à des TSV, donc du bruit. Le bruit, si, ça va forcément être un peu plus. Et puis, alors, ils ont parlé de l'intérêt du test d'effort avant le screening qui permet de mieux choisir les patients candidats. Je passe rapidement là-dessus. Alors ça, par contre, je m'arrête un petit peu. C'est une étude qui, à mon avis, est importante parce qu'on voit arriver l'électroporation. On a cette fameuse technique qui est un petit peu avancée, hein, qui est, dans la chronologie en tout cas, qui ont un peu plus d'avance en chronologie, c'est Boston avec leur système Farawave, Fleur, Bagné. Il a été comparé dans le one-shot pour la veine pulmonaire à la cryo. Donc, ils ont pris 210 patients, ils ont randomisé un pour un, ils ont mis les moyens avec un appareil, donc un reveal ou un link pour enregistrer, un moniteur implantable. Et ils ont arrivé à la fin en disant que le premier but, c'était
la récurrence de toute arythmie à 30 secondes de 91 jours à 365 jours. Et, pardon. Alors, bon, excusez-moi, j'ai pas il me manque une diapo, mais le résultat, c'était une étude de non-infériorité. Et en fait, non seulement c'est non inférieur, mais c'est même avec des résultats un petit peu supérieurs en termes d'efficacité et pas plus de complications. Notamment, il n'y a aucune complication, évidemment, sur les problèmes de. J'ai perdu. Tu voulais me poser une Non, question? t'inquiète pas. Elle est publiée dans New England Journal of Medicine, d'ailleurs. Voilà. New England Donc, c'est un Les gros données truc de quand base. même, ça. Ouais, c'est un gros truc, ça, ouais. C'est vraiment l'arrivée de la PFA avec toutes ses lettres de noblesse. Vous prenez ça pour la veine. Ben, voilà. Par contre, évidemment, c'est sous anesthésie générale. Ne l'oublions pas, la cryo reste quand même euh, très utile quand vous n'avez pas d'anesthésie générale, mais ça vient détrôner un petit peu la cryo si vous avez l'anesthésie générale. Je trouve que cette étude qui vient dans le New England dit cela, hein, avec des résultats donc, de non-infériorité qui sortent très très positifs. Ensuite, dans l'ablation de la fibrillation auriculaire, il y en a d'autres qui se positionnent avec le PFA. Il y avait l'étude Vol-CEMA. Bon, je vous ai montré le ballon là, c'est celui de Abbott. Alors, dans les late breaking, ils ne disent pas forcément, ou en tout cas c'est bien caché, qu'il y a de l'industrie derrière, mais forcément il y a de l'industrie derrière. Donc il n'y avait pas d'études de late breaking qui étaient sur l'industrie. Enfin, ou des progrès industriels qui font effectivement évoluer la médecine. Hein, on ne peut pas leur reprocher, c'est comme ça qu'on avance. Mais enfin, effectivement, c'était plus ça que des concepts sur ces late breaking, j'ai trouvé. Donc, le taux d'isolation aiguë des veines pulmonaires, 100% avec cette technique-là. Taux de procédure 50 minutes, qui est considéré comme rapide. Aucune complication majeure signalée. Donc, voilà. Abbott vient avec son système aussi. Eux, ils ont choisi un système de ballon. Là où les autres ont pris la fleur et le panier, là où d'autres ont pris le lasso. Voilà, Abbott a choisi ça et arrive avec une étude qui montre qu'effectivement, ils sont dans la course. Ensuite, nous avons, alors ça c'est l'ablation donc du point par point, mais avec la double énergie, c'est-à-dire RF ou PFA. Donc, c'est l'étude SmartFire. Il y avait une première publication de 3 mois et de suivi. Et là, c'était 12 mois. Et l'étude, bon, elle est favorable. Alors, on pourrait rentrer plus dans les détails, mais disons que elle nous donne, elle montre que effectivement, on arrive à des résultats qui sont tout à fait comparables en termes d'efficacité et en termes d'effets secondaires. Ça, c'était Biosense. Ensuite, mais c'est du point par point. Ensuite, il y avait une late breaking sur les AVC. Je reviens. Hop. C'était très simple comme message. Donc, comme ça, je vous le donne. Ils ont comparé les deux concurrents. Ils ont fait un match entre les deux produits qui ferment l'auricule, l'amulette et le Watchman. Et ça donne la même chose. Donc, comme ça, c'est simple. On passe à la suite. Ensuite, match nul. Tachycardie ventriculaire présent et futur. Alors, il y avait une étude SF-MVP qui a étudié les arythmies malignes chez les patients avec prolapsus valvulaire mitral arythmique. Les résultats sont préliminaires non publiés, donc je ne vais pas vous en parler trop. Voilà. Sachez que cette étude, on va en entendre parler quand elle sera plus avancée. Avar s'était présenté par Frédéric Sacher, c'était Afera, vous savez, le fameux double énergie avec le système de Medtronic qui fait PFA et RF. Et le résultat de sécurité du registre européen, mais cette fois-ci dans les TV. Alors, avec des résultats préliminaires aussi, 66% de succès et c'était safe, hein, de succès sur la TV avec une bonne safety. Mais là encore, c'est du préliminaire, donc je ne vais pas aller plus loin. C'était la 4e session de late breaking, c'était plutôt des études en cours. Et puis enfin, il y avait un point sur les résultats cliniques et arythmiques des patients à haut risque subissant une implantation de dispositifs d'assistance ventriculaire gauche et avec qui on faisait en plus une ablation ventriculaire péropératoire. C'était l'essai pivotal avec des résultats donc positifs. Je ne vais pas aussi rentrer dans les détails. C'était des études avec pas des grands échantillons. Donc, c'est un concept de dire qu'on peut, chez ces patients qui sont vraiment au bout du bout, vous leur faites à la fois l'assistance et vous leur ablatez la TV. En conclusion de tout ça, pour rester, j'espère, dans les temps,
il y a quand même une place grandissante de la simulation des voies de conduction. Le Challenger va certainement en prendre encore plus de place dans les temps qui viennent. Il y a une place grandissante aussi de la PFA. On voit avec chacun qui vient avec son système one shot ou point par point. Et donc l'industrie n'a pas dit son dernier mot. Je disais que la PFA, pardon, donc l'électroporation one shot est compétitive avec la cryo. Ça, c'est quand même un élément important, c'est champion dans l'ablation des veines pulmonaires. Je pense que c'est vraiment à retenir quand même. Et puis l'équivalence des systèmes de fermeture percutanée de l'auricule. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je n'ai pas vu tout, mais j'ai essayé d'être un petit peu voilà, assez large et de faire un résumé rapide. À l'époque, dans ma jeunesse, quand on était interne, on disait si tu vas dans un congrès, tu dois absolument le présenter au staff et ça t'obligeait à aller en session. Parce que tu savais que quand tu revenais, tu allais le présenter. C'est vraiment bravo parce que 30 minutes et c'était pas évident. Je vois bien, effectivement, je suis d'accord avec toi. D'abord, ça a mis une. Alors, bien sûr, c'est un consensus concernant la simulation de l'air de la branche gauche. Ils ne peuvent pas utiliser les grades 1, 2, 3 parce que sinon, ça embrouille par rapport au fait que les recommandations ne viennent que de l'ESC. Donc là, c'est des consensus. C'est bien le fait qu'ils aient mis tout doux, envisagé, etc. Ça montre que ça pousse. Ça pousse, c'est ce qu'on voit dans nos pratiques. Ah oui, on va pouvoir le faire plus largement. Que l'étude que tu as les breaking qui compare resynchronisation classique avec simulation de l'air de la branche gauche, ça montre qu'avec des affinements de QRS qui sont très intéressants, voilà, donc peut-être que les choses vont changer. J'ai beaucoup aimé Champion parce qu'elle est aussi dans New England, donc j'ai pris le temps de la lire et qu'effectivement, quand on prend Advent et quand on prend Champion, on voit bien que voilà, maintenant on va pouvoir, c'est les lettres de noblesse de l'électroporation, donc c'est une méthode possible, ça t'oblige à l'anesthésie générale bien sûr, et puis voilà, et puis ce qu'on ne dit pas, c'est aussi ce qu'il y a d'important, c'est pour ça que c'est important que les congrès se maintiennent, c'est les échanges. Oui. C'est les échanges avec les collègues, c'est les échanges avec les industriels, quand tu vas dans les tech suites avec que tu essayes des fois du matériel que tu auras dans 2 ans, dans 3 ans, sache. Moi, je me souviens d'avoir fait un congrès avec toi. Tu me dis, viens, on va aller là, on va aller là, on va aller là. Et on va passer d'1 heure avec eux pour voir ce qui va arriver. Et d'ailleurs, on signe une note de je ne pouvais pas vous parler. Voilà, je ne pouvais pas vous parler de certaines choses que j'ai vues dans les tech suites, effectivement, qui sont peut-être l'avenir, je ne sais pas, mais qui permettent en tout cas d'enrichir sa vision de la spécialité, de voir comment elle bouge. Voilà, effectivement, c'est ce que je trouve. Tu as tout à fait raison. Bon, énorme gratitude, Jérôme. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de nous suivre et à très, très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt à tous. Allez, bonne soirée. Au revoir.